pendant cette conférence de Hayao Miyazaki, que vous connaissez très très certainement pour ses films d'animation. Nous, on va très peu parler de ces films d'animation. Alors ça viendra dans le sujet évidemment, je pense, parce que évidemment que ça fait partie de son œuvre. Mais nous, on va surtout essayer de se centrer sur la face manga de Hayao Miyazaki, parce que est sorti récemment Le Voyage de Shuna aux éditions Sarbacane, et parce qu'il y a également depuis de très nombreuses années Nausicaa qui est disponible aux éditions Glénat. Et nous avons avec nous justement les deux éditeurs de ces livres. Nous avons ici Satoko Inaba qui est la directrice éditoriale des éditions Glénat Manga. Et nous avons monsieur Frédéric Lavab qui est le fondateur et directeur éditorial des éditions Sarbacane. Et nous avons avec vous également un maître de conférence de l'Université de Lyon qui est avec nous, Julien Bouvard, ici, qui va pouvoir nous apporter notamment des petites informations précises sur des questions notamment liées au marché japonais et aux conditions de sortie de ces titres au Japon et d'autres choses, évidemment. Alors avant qu'on aille vraiment dans le dur de la question, j'ai envie de dire les vraies créations de l'auteur, vous, est-ce que vous pouvez nous dire, chacun, à votre tour, quel a été votre premier contact avec Hayao Miyazaki? Est-ce que c'est ses mangas? Est-ce que c'est ses films? Est-ce que c'est un film précis? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? J'ouvre le bal. Avant d'avoir vu un de ses films, je pense avoir vu des extraits, voire même des screenshots de ces films dans la presse spécialisée destinée aux fans de manga et d'animé première moitié des années 90, donc dans les revues telles que Animeland par exemple, qui était alors peut-être encore un fanzine. Et la première fois que j'ai vu des images animées de Miyazaki, je crois que ça devait être des extraits dans une émission diffusée sur Canal+, peut-être la fameuse émission de L'œil du cyclone, donc ceux de ma génération doivent imaginer à quoi ça ressemble, où il y avait des extraits de Kiki, de Totoro et peut-être d'autres films, je ne me rappelle plus très bien. Et ensuite, avant bien sûr de les voir au cinéma, je fais partie encore une fois d'une génération décidément où on s'échangeait des cassettes vidéo sous-titrées de manière un peu aléatoire, parfois sans sous-titres. Donc je pense avoir vu Kiki et Totoro en VO, non sous-titré. À l'époque, je ne parlais pas japonais, je ne comprenais pas non plus cette langue. Et voilà, donc j'essayais de deviner un petit peu de quoi ça parlait. Voilà. Satoko? On parle magnétoscope, je pense que je vais être un peu dans les mêmes périodes. C'est que quand j'étais au collège, j'avais très envie de regarder des dessins animés qui venaient du Japon. Alors j'avais la chance de pouvoir parler et de comprendre le japonais. Et à l'époque, les magnétoscopes, ils étaient codés par région. Donc il fallait un magnétoscope spécial qui coûtait plus cher que les autres pour pouvoir regarder les cassettes japonaises. Et j'avais pendant très longtemps économisé tout mon argent de poche pour pouvoir m'en acheter un. Mes parents ils n'étaient pas intéressés, il fallait que moi je me l'achète. Donc je l'ai fait. Et au moment où j'ai obtenu mon magnétoscope, j'ai pu emprunter une cassette vidéo. Et c'était la cassette vidéo du film de Nausicaa. D'accord. Très bien. Et je l'ai regardé, et je pense que c'est la première fois qu'un film d'animation m'a fait pleurer, avec la musique de Hisaishi qui était là à ce moment-là. Et j'en garde toujours un souvenir très émotionnel. Voilà. Très bien, Frédéric? Alors moi, je ne suis pas du tout de la même génération, je suis plus âgé. Donc moi, j'ai pas eu tout de rencontres dans mon enfance avec Miyazaki. Je suis pas du tout cette génération-là. Et c'était pas du tout. Moi, je viens vraiment du franco-belge. Donc je pourrais vous parler d'Hergé, par exemple, mais ou d'Astérix. Non. Donc moi, je suis très pas du tout un spécialiste ou un grand amateur de Miyazaki dans le sens tel que le professeur ou toi. Je connais évidemment Miyazaki à travers ses films. Moi, le film qui m'a le plus touché, c'est Le Voyage de Chihiro, qui m'a vraiment marqué visuellement. Mais et d'ailleurs, on pourra parler de la façon dont on a obtenu le livre et de quelle façon. Oui. Et je pense que justement la dimension presque naïve avec laquelle on a abordé peut-être ce projet-là a joué, je pense, parce que vous dites manga, et je pense que Miyazaki avait à cœur pour ce livre-là justement de ne pas être considéré comme un livre manga. Il a dit clairement. Oui. Et je crois même que les éditeurs pur mangaka n'ont pas été conviés à participer à l'appel d'offres. Ils voulaient absolument que ce soit un éditeur
de livres, comme il disait. Et je pense que le fait qu'on soit chez Sarbacane à la fois éditeur de bande dessinée et de jeunesse aussi, a participé à son choix. Du reste, il y a eu, tous les éditeurs ont participé ou peu ou prou, et les 3 qui avaient en finale, en quelque sorte, étaient 3 éditeurs qui avaient un pied dans la jeunesse et dans la BD. On reviendra en détail justement là-dessus un peu plus tard. Merci. Alors on va faire un petit historique avant d'arriver sur Nausicaa et puis après d'arriver sur le voyage de Shuna. Nous on connaît du coup Miyazaki comme cinéaste. C'est quoi, en général, quand on parle de Miyazaki, on pense directement à ses films de manière assez automatique. Mais en réalité, enfant et jusqu'à son adolescence, Miyazaki a souhaité devenir mangaka. C'était son souhait profond. Et à l'époque, il y avait Tezuka qui dominait le marché, qui avait un peu mis les bases du manga moderne, même si évidemment il n'y avait pas que lui. Et Miyazaki, il se rend compte qu'en fait, Tezuka a eu un énorme impact sur son travail, sur son dessin notamment. Et comment il réagit à cette époque-là ? Il se passe un événement important. Oui, alors Miyazaki, il est né en 1941, Tezuka, il est né en 1928, et le grand succès de Tezuka, c'est 1953 avec Tetsuan Atomu, Astro Boy en version occidentale, en version française également, publié chez Glénat il y a un petit bout de temps, et aujourd'hui repris, je crois, c'est chez Kana, bien sûr, ouais. Et donc, ce qui veut dire qu'en 1953, je fais le calcul de tête, il avait 12 ans quand ce manga est sorti, et qui a annoncé en fait un mouvement important qu'on a appelé le story manga, donc un genre de manga beaucoup plus cinématographique, qui adopte donc des codes venant du 7e art pour l'inclure au fur et à mesure dans la bande dessinée. Donc Miyazaki était assez influencé en fait par le dessin de Tezuka, mais en fait comme tous les auteurs de manga dans les années 50. Et au bout d'un moment, dans son cheminement personnel, on lui a dit en fait que ses dessins ressemblaient beaucoup à ceux de Tezuka. Ça lui a pas trop plu manifestement, et du jour au lendemain, il a décidé en fait de tout brûler, de tout balancer et de changer de style pour adopter un style qui lui soit propre. Donc assez tôt en fait dans sa carrière, il avait déjà une sorte d'ambition d'auteur, une ambition de se démarquer de ses pairs, ambition qui va aller plus loin, notamment à propos du dessin animé, mais c'est peut-être l'objet. Tout à fait. Justement, il arrive à repartir à zéro, on va dire, carrément. C'est un acte important de se dire je brûle tout et je repars à zéro. Et puis étrangement, Tezuka, lui, il va aller vers l'animation. Et il y a aussi Miyazaki qui va aller vers l'animation. Encore une fois, il va se trouver confronté à lui, et il réagit encore une fois d'une manière particulière. Oui, leur carrière se croise un petit peu. Donc 10 ans après la publication d'Astro Boy, donc Tezuka fonde Mushi Productions, dont le but assumé en fait, c'est de produire un dessin animé adapté de sa série à succès Astro Boy. Donc je ne rentre pas dans les détails de la fondation du studio, mais comme vous le savez, Astro Boy, la particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle du limited animation, c'est-à-dire de l'animation limitée. Donc à Mushi Productions, ils ont peu d'argent, on leur donne un montant qui n'est pas suffisant pour pouvoir diffuser de manière donc hebdomadaire, pour produire en fait un dessin animé d'une demi-heure toutes les semaines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tezuka va mettre en place un système de média mix, c'est-à-dire de franchise en fait, où on va vendre la licence Astro pour bien commercialiser des produits dérivés. L'autre conséquence, c'est que la qualité intrinsèque de l'animation va être réduite à sa forme la plus simple, en utilisant la réutilisation de celluloïdes, donc du copier-coller en fait à l'intérieur d'épisodes, et puis l'utilisation aussi de plans fixes qui ne bougent pas, ce qui peut paraître paradoxal avec l'art de l'animation, mais c'est là en fait où l'animé tel qu'on le connaît donc à la japonaise va être pensé.
quelques années plus tard, en fait, Miyazaki va décider de faire carrière dans le monde de l'animation. Si je fais un calcul rapide, je crois qu'il rentre au studio Toei à 23 ou 24 ans, ce qui nous amène à 1965, quelque chose comme ça. 63 chez Toei Doga à l'époque. Pardon, 63, donc c'est l'année d'ailleurs de diffusion d'Astro Boy. Et on peut se demander quelle est la vision de Miyazaki sur ce qui se passe chez les concurrents, puisqu'il y a bien sûr deux grands studios à ce moment-là, Mushi Productions et Toei Doga. Toei Doga qui, à cette époque, ne fait pas du limited animation, mais qui a des grands projets de longs métrages tirés de contes du monde entier. Le modèle à ce moment-là de Toei, c'est plutôt du full animation, au contraire donc du limited animation de Tezuka. Ce qui est la norme finalement. Il y a Disney, les choses comme ça que les grands groupes font. Absolument, tout à fait. Alors, quelle est la vision, l'opinion de Miyazaki sur ce que font ses collègues, les concurrents de Mushi Productions? Peut-être qu'à ce propos, on peut se référer à ses propres mots. 1989, donc on fait un saut dans le temps, c'est la mort de Tezuka, qui meurt à l'âge donc de 60 ans. Et à cette occasion, le numéro de mai 89 de la revue Comic Box, qui est la grande revue critique de manga à ce moment-là au Japon, fait un numéro spécial Tezuka. Donc on a des images de ses funérailles où sont réunis d'autres mangaka célèbres qui l'ont côtoyé pendant sa carrière, des textes de ses amis mangaka, donc qui regrettent la mort de leur senpai quelque part, de leur aîné, et qui en même temps salue le caractère novateur, révolutionnaire de son art, l'influence, etc. Mais en regardant bien en fait qui sont présents lors de ces funérailles, je ne vois aucun animateur, aucun réalisateur de films d'animation non plus. Alors ce qui n'empêche pas Miyazaki d'écrire un petit mot dans la revue, et alors au lieu de saluer l'influence, même s'il le fait un petit peu au début de son texte, qu'est-ce que fait Miyazaki? En fait, il fait le procès de Tezuka. Donc c'est d'une violence absolument dingue. Et au lieu de saluer le caractère novateur de Tezuka dans le domaine de l'animation, de regretter sa mort, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il fait le procès du limited animation, il fait le procès de Tezuka. C'est à cause de lui que l'animé tel qu'on le connaît aujourd'hui est un système cheap où on fait des séries télé à bas coût avec de l'animation limitée. C'est à cause de lui, donc on est obligé de passer par le média mix. J'ai toujours détesté les dessins animés de Tezuka, c'est ce qu'il dit, donc dans son sorte d'oraison funèbre, envoyée par lettre interposée, c'est absolument terrible. Et à la fin, il dit mais je déteste et j'ai toujours détesté les films de Mushi Productions. Et il va même plus loin. C'est même plus que cela. Je trouve que c'est horrible. Point. Voilà, ça se termine comme ça. Une violence assez folle qui permet donc d'envisager l'opinion de Miyazaki vis-à-vis donc du Tezuka animateur. Voilà. Excuse-moi une question, parce que justement, je fais le naïf toujours, mais je le suis. J'imagine que pour un Japonais, prendre position comme ça en plus en public, c'est incroyable en fait. Ah ouais, tout à fait. Que ce soit en France ou au Japon, d'ailleurs, c'est pas le moment. Voilà, surtout que ce numéro spécial, il est là, tout à fait. Le Asahi Shimbun, un des quotidiens les plus diffusés au Japon, salue le dieu du manga, etc. Donc on est dans une période où on rend hommage. Qu'est-ce que fait Miyazaki? Il en profite pour régler ses comptes avec un mort en plus. Après, peut-être que ça vient de quelque chose, puisque quelques années avant, quand Nausicaa était nominé pour un prix du manga, et que tout le monde avait voté pour Nausicaa, qu'ils étaient prévenus un peu en off que ça serait lui qui gagnerait, il restait une personne à interroger, et c'était juste avoir un accord de principe de la personne qui devait donner la décision finale, qui était Monsieur Tezuka. Et a priori, il n'a jamais eu ce prix. Ça n'a pas dû aider, c'est sûr. D'accord, très, très intéressant. On disait il voulait devenir mangaka, mais en fait il a changé d'avis quand il a visionné un film en particulier. Il le cite, il dit c'est Le Serpent Blanc de Taiji Yabushita, qui est sorti en 1958 au Japon. Est-ce que vous savez ce qui l'a marqué particulièrement dans ce film, et est-ce que ça retransparaît dans son travail d'après? Qu'est-ce qui l'a marqué particulièrement? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que donc 58 Hakujaden, Le Serpent Blanc sort. C'est le premier long métrage d'animation en couleur sorti au Japon. C'est un projet ambitieux
donc, que sort le nouveau studio qu'on appelle Toei Doga à cette époque-là, qui se tourne vers du full animation et qui produit en l'occurrence donc une adaptation d'un conte chinois très célèbre. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. C'est une animation extrêmement fluide qui a nécessité un budget conséquent, plusieurs années de production. Tout cela est assez bien raconté par les spécialistes de l'animation. Qu'est-ce qui lui plaît particulièrement? C'est une bonne question. Moi, je pense que déjà le fait d'adapter un conte en dessin animé est quelque chose qui lui parle, et c'est ce qu'on va voir lors de sa carrière. Et puis il y a des personnages, et notamment des personnages féminins qui, semble-t-il, selon certains observateurs, ces personnages féminins ont profondément touché Miyazaki. Il semblerait même qu'il soit tombé amoureux de l'un de ces personnages féminins. Peut-être d'autres éléments. Voilà. Bon, il y a ça, puis aussi l'adaptation par Grimaud de La Bergère et du Ramoneur, donc Le Roi et l'Oiseau, qu'il a vu à peu près à la même période peut-être, qui lui a offert là aussi une proposition d'animation qu'il n'avait jamais vue jusque-là et qui l'a fortement inspiré. Et là aussi, on retrouvera des éléments de ce film dans toute sa filmographie qui va suivre. Tout à fait. Il a besoin de stimulation en fait. C'est vrai que lui, il n'a jamais été suiveur et il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Si vous avez vu son dernier film, je pense que c'est assez clair au niveau de la narration, au niveau de ce que ça raconte et comment ça le raconte. Avant qu'on parle des deux mangas que vous avez sous les yeux, il est donc dans des studios d'animation, il devient animateur clé, il est en charge de différentes productions au niveau de l'animation. Mais il commence à faire des pages de manga que je suis désolé d'avance, je vous le dis, toutes les pages de manga dont on va vous parler là, il faudra que vous alliez chercher par vous-même où vous pouvez les trouver. On ne peut pas les présenter, je préfère être clair. Voilà, on aura des jaquettes de titres sortis en français et quelques images de Shuna. Voilà, niveau droit, c'est trop compliqué, mais si ça vous intéresse, notez le nom, allez voir, parce que c'est très très intéressant. Donc les premières pages qui publient, c'est 12 chapitres du Chaboté. Donc le Chaboté, en fait, il est en train de travailler sur un dessin animé qui s'appelle Le Chaboté. Et il fait donc 12 chapitres qui sont publiés dans l'édition du dimanche d'un journal pendant 3 mois. Et il est particulier ce manga. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis manga d'ailleurs, on pourra débattre si c'est manga ou pas. En tout cas, cette bande dessinée pour faire simple au moins. Pourquoi il est particulier ce manga? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à ce qui est fait à l'époque? Bon, tout d'abord, oui, manga. En fait, c'est une planche de bande dessinée publiée donc dans pas du tout une revue de manga, mais un journal. Et le but, en fait, au départ, je pense que c'était de faire la promotion du film d'animation Le Chaboté, qui allait sortir la même année, en 1969. Donc un autre film, encore une fois, une adaptation d'un conte très célèbre, auquel avait participé Miyazaki. Je crois que ça s'intègre dans un projet promotionnel, en fait, pour le dire tout simplement. J'imagine qu'au sein du studio, certains avaient remarqué la capacité de Miyazaki, alors bien sûr à dessiner, mais aussi à raconter des histoires et à les mettre en cases avec des bulles, et donc de faire de la bande dessinée. Et assez logiquement, on lui a demandé, aussi parce qu'il était assez jeune à cette époque, de s'en charger. Et manifestement, il a pris son rôle très à cœur. Et même si ces planches n'ont jamais été rééditées jusque-là, je pense qu'il doit être sans doute opposé, enfin Miyazaki doit être sans doute opposé à leur publication aujourd'hui. Je pense que ça doit être ça la raison, parce qu'à mon avis, il y a un intérêt commercial. Si un éditeur au Japon décide de sortir ça se vend comme des petits pains. J'imagine que Miyazaki veut pas, parce que c'est une œuvre de jeunesse, justement, à but promotionnel. C'est pas quelque chose qu'il a envie de mettre en avant. Mais on reconnaît en fait son style très reconnaissable entre tous. Et à la fois on reconnaît son style, mais en fait c'est très Tezukian dans le trait. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez l'occasion, je ne sais pas si vous pouvez vous procurer les journaux d'époque ou autrement, regardez, c'est très intéressant. Il y a vraiment une influence Tezuka qui est vraiment flagrante, et c'est un travail en couleur, ce qui à l'époque, quand même aujourd'hui, j'ai envie de dire, en bande dessinée japonaise, c'est pas la norme du tout.
Donc il commence par ça en fait, il commence par faire la pub d'un dessin animé dans un journal. Clairement c'est ça, c'est le résumé du dessin animé qui va sortir plus tard. C'est une sorte de teasing, voilà, teasing papier. Et quelques mois plus tard, par contre, il commence réellement ce qu'on pourrait considérer comme sa première bande dessinée. Et on va exactement dire quelle forme ça a. Et là aussi, ce sera intéressant d'aller voir si vous pouvez. Il commence à publier les 26 épisodes de 2 pages cette fois-ci, d'un récit qui s'appelle Le Peuple du désert. Qu'on traduirait Le Peuple du désert, en tout cas. C'est publié entre 69 et 70. Donc vraiment dans la foulée. Il y a 26 épisodes qui sont publiés, donc il y a 52 pages en tout. Et justement, tout à l'heure, Frédéric, tu disais c'est pas du manga, mais oui, c'est pas du manga. Alors ça, ce qu'il fait là non plus, c'est pas du manga, et c'est très très proche de Shuna. C'est pour ça qu'on va pouvoir commencer à parler de ça. Il s'inspire en réalité d'autre chose que le manga. C'est quelque chose qui s'appelle le e-monogatari. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà avant qu'on entre peut-être un peu plus dans le détail dans ce récit ? Oui, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais... Je pense que ça, après, quand on parlera des titres, pour intervenir, ça sera plus... oui, e-monogatari, hein, donc littéralement un récit en images. On peut parler de e-monogatari, on pourrait presque parler de ehon aussi, en japonais, donc livre d'images, plutôt destiné aux enfants. Bon, la différence, c'est quoi ? C'est une bande dessinée sans bulle où le texte apparaît donc hors case. Un peu sur le même principe que le voyage de Shuna, même si le texte est à l'intérieur de l'image, mais de fait, vous n'avez pas de bulle, de phylactère dans ce récit. Du coup, voilà, c'est pour le e-monogatari, pour essayer de situer, voilà, c'est ça. C'est un récit illustré, mais on n'est pas sur de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on va avoir une narration à côté. Et donc il commence en réalité cette série comme ça, et elle évolue au fur et à mesure qu'il fait ses épisodes. Il commence déjà à muter, et il arrive à faire, c'est pour ça que je dis c'est intéressant, allez voir, hein, vraiment. Il commence à muter son récit, il passe de un récit où vraiment les textes sont séparés de l'image, petit à petit on les voit rentrer dans l'image, et il y a des bulles qui au fur et à mesure de la publication apparaissent. Donc en fait il rentre vraiment dans la bande dessinée. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il arrive déjà à faire son propre récit avec sa propre patte. Et c'est vraiment une pièce d'archive très 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 importante. Et quand je vous montrerai tout à l'heure des planches de Shuna, vous verrez que ça va vous parler, ça va être un peu plus clair, je pense. Et ce qui est rigolo, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, il le signe sous pseudo aussi. Oui. Il s'appelle Akitsu Saburo. C'est-à-dire que il n'est pas encore confiant vraiment de ce qu'il fait. Est-ce qu'on a des infos sur ça ? Est-ce que vous avez vu quelque chose Non, on peut faire que des hypothèses. Alors c'est assez courant en fait de prendre un pseudonyme pour dessiner et de garder son vrai nom pour une autre activité. Alors soit il avait honte, c'est notamment ce qui se passe avec certains dessinateurs qui de manière discrète publient des récits pornographiques par exemple, donc ils n'ont pas envie d'entacher leur réputation avec ça. Alors là on n'est pas du tout dans ce registre bien évidemment. Voilà, soit c'est ça, soit... C'est peut-être aussi une époque où beaucoup de mangaka ou de scénaristes prenaient des pseudos différents selon les genres auxquels ils s'attaquaient, pour ne pas marquer justement le lectorat qui se dirait c'est l'auteur de ça, donc il va faire des choses comme ça. Donc c'est peut-être la raison. Oui, puis au-delà de ça, hier, on a eu une conférence avec Lin Talo, donc un célèbre animateur, célèbre réalisateur de films d'animation, qui racontait que quand il travaillait justement sur Astro Boy, dans les années 60, la paye était tellement faible qu'il était obligé de dessiner des mangas, alors des kashiron mangas, des mangas destinés au marché des librairies de prêt. Je ne sais pas s'il le faisait sous pseudonyme par ailleurs, mais de fait, avoir plusieurs activités et partager son temps entre l'animation et la bande dessinée était quelque chose d'assez commun à l'époque, au point même où, en fait, quand Tezuka monte Mushi Productions, il y a très peu d'animateurs sur le marché. C'est très difficile de recruter des gens qui ont une expertise dans le domaine du dessin animé. Et qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va faire comme lui il a fait. Il va apprendre sur le tas, premièrement. Il va demander à des bons dessinateurs de manga de venir apprendre le métier. Et donc, ils vont se former grâce
des personnes qui ont cette expertise justement, mais donc les liens en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, entre manga et dessin animé sont extrêmement forts, notamment à cette période-là, dans les années 50, 60, voire même un petit peu plus loin, qui explique aussi le fait que beaucoup d'artistes dont les noms sont très connus, Otomo, dont on a parlé hier par exemple, a une carrière de dessinateur de bande dessinée, mais aussi donc de réalisateur de films. Je pense aussi à Yasuhiko Yoshikazu, dont le manga, comment ça s'appelle, Arion, a été publié il n'y a pas très longtemps. Kon Satoshi, donc le réalisateur de Paprika, Perfect Blue également, a aussi une carrière donc de dessinateur de bande dessinée. Tezuka, bien évidemment. Donc on voit comme ça qu'il y a il y a des décennies, des passerelles qui étaient assez évidentes, au point que jusque dans les années 80, la manière d'appeler le dessin animé au Japon, c'était pas encore animé comme on le dit aujourd'hui, mais c'était manga eiga, littéralement film manga, qui vous montre à quel point la confusion en fait entre les deux champs était très très proche. Et donc voilà, si je sais pas, votre grand-mère dit qu'est-ce que tu fais, tu regardes un manga alors qu'elle désigne un dessin animé, alors bien sûr c'est une erreur, et on dit non, c'est pas du tout un manga, c'est un animé. Il y a encore des gens qui font ça. Et encore des gens qui font ça, et en fait c'est pas très grave, puisque même au Japon il y a des gens qui font la confusion. Donc voilà, c'est pas vraiment une erreur en fait. Très bien. On va avancer un peu dans le temps. Donc en réalité, il va faire d'autres parutions comme ça qui, nous, on n'a toujours pas vu et qui, au Japon, à vrai dire, n'ont pas été rééditées. Il y a eu, par exemple, une autre adaptation pour laquelle il fait la pub comme il a fait pour le Chaboté. C'est une adaptation j'ai perdu le nom, de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Donc il va faire pareil, il va avoir une sorte de prépublication dans un journal avant. Ça a exactement la même forme, c'est une planche en couleur, c'est vraiment le même principe. Et il fait quelques récits courts qui cette fois-ci sont regroupés et par contre publiés encore au Japon dans un recueil où il a vraiment des récits courts qui ressemblent à des bandes dessinées, vraiment de la bande dessinée pour le coup, l'image qu'on a de la bande dessinée. Et arrive le moment où il va sortir, il va commencer son œuvre qu'on a considéré jusqu'à aujourd'hui comme son œuvre majeure en papier, qui est Nausicaa. Nausicaa qui du coup est une série que vous connaissez peut-être certainement pas en papier mais en dessin animé, parce qu'en réalité en France c'est certainement comme ça que vous l'avez connu. D'abord, au Japon, quand ça sort, Nausicaa, c'est un peu particulier parce que Miyazaki, il est contacté par un magazine qui s'appelle Animage et qui est géré par un monsieur qui s'appelle Toshio Suzuki et qui a un rapport avec le studio Ghibli, si vous connaissez un petit peu le studio. Donc à l'époque, il n'y a pas de studio Ghibli, on n'en est pas là du tout. Miyazaki il travaillait dans l'animation et il y a M. Suzuki qui demande à Miyazaki de faire un récit. Comment il est reçu ce récit déjà quand il arrive au Japon? Peut-être 2-3 mots sur le contexte. En fait, la revue Animage, où va être prépubliée Nausicaa, est une revue qui est née en 1978 et qui a profité du boom de l'animation japonaise, anime boom en japonais, donc qui a amené en fait beaucoup de communautés de fans à se constituer et à vouloir en savoir plus sur l'identité des animateurs, des réalisateurs, des doubleurs, etc. Donc c'est à ce moment-là en fait où la connaissance aussi des fans va augmenter. Et Animage, en fait, je crois que l'un des buts de la revue, c'est de créer des passerelles média mix, c'est-à-dire des passerelles transmédiatiques entre une publication papier, des films d'animation, des séries télé, des produits dérivés, etc. Et il n'est donc pas étonnant de voir à l'intérieur d'un magazine sur l'animation japonaise une publication de manga. À une époque d'ailleurs, les années 70, où la plupart des revues des magazines contenaient des séries de prépublication de manga, même si elles n'étaient pas spécialisées dans ce domaine-là. Et ce qu'on peut peut-être estimer, c'est que Suzuki Toshio, donc le futur producteur des films de Miyazaki, avait senti ça et a demandé en fait à Miyazaki, voyant qu'il avait un talent inexploité à cette époque-là, et d'époque un petit peu
difficile de Miyazaki en fait. Tout ce qu'il a réalisé n'a pas forcément eu beaucoup de succès. Juste après Arsène Lupin, Tout à fait. Château de Cagliostro, Le Château de Cagliostro qui était un échec commercial fantastique au Japon à l'époque où c'est sorti. Ce qui est étonnant, c'est un film génial. Aujourd'hui, on le regarde, c'est un classique évident. Pas du tout en fait au Japon. Et donc, il se pose beaucoup de questions sur lui-même. Miyazaki est dans une période de réflexion, et puis Suzuki lui propose de revenir, mais cette fois-ci non pas par le dessin animé justement, mais par son premier amour qui était la bande dessinée. J'ai l'impression que c'était une manière pour le magazine Animage et les éditeurs qui adoraient Miyazaki et qui voulaient le mettre en valeur alors qu'il était dans une phase difficile, de lui proposer quelque chose, peut-être de lui proposer une œuvre originale qui pourrait adapter plus tard en animation. Parce que si juste il proposait le nom de Miyazaki, les producteurs disaient non à cette époque. L'histoire dit, ou si c'est faux, mais qu'à l'époque même, c'est même pire que ça, ils ont dit on va faire un récit dans le magazine, mais c'est un récit qui ne sera jamais animé. Et finalement, il a été animé parce qu'il y a eu un gros succès et qui... Je crois qu'il y a peut-être à mesurer. C'est Miyazaki qui avait posé 3 conditions à ce moment-là. C'est si ça ne marche pas, on arrête tout de suite. Vous me dites et on arrête. D'accord. Je ne veux pas faire 2 projets en même temps. Donc si je fais de l'animation, je ne pourrais pas faire mon manga en même temps. Bon, il est revenu sur ses paroles derrière. Et la 3e chose, c'est ne me demandez pas de faire un manga à succès qui intéressera les gens et qui, moi, si on me fait faire un manga, je fais ce que je veux. C'est sans doute quelque chose qui ne ressemblera pas au manga shonen à succès d'aujourd'hui. Ça va être quelque chose de complètement hétéroclite, mais c'est ce que je vais faire. Si ça vous va, je le fais. C'est ça. Et finalement, en fait, le manga a un succès quasi immédiat. Et on comprend pourquoi il a sa publication, alors que finalement, on se retrouve à peu près à 1000 pages sur la série. Il met quand même 13 ans à le prépublier. Pour la simple raison qu'en fait, après avoir publié ses premiers chapitres, il va se retrouver à devoir faire en parallèle l'animation, l'adaptation animée de cette bande dessinée. Et forcément, vu le travail que ça demande, il n'a plus trop le temps de faire à côté des chapitres de Nausicaa. C'est intéressant qu'il ait dit qu'il arrêterait et qu'au final, il a quand même poussé Nausicaa jusqu'au bout. Exactement. Non seulement il a poussé jusqu'au bout, mais on peut en parler tout de suite. Il n'y a pas la même fin non plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a commencé son adaptation animée tellement tôt dans son récit que le temps qu'il fasse son adaptation animée, il a eu le temps de mûrir le récit autrement, déjà de la fonction dont il avait été perçu quand c'était paru dans les scènes, dans les cinémas japonais. Mais après, il a passé encore tellement de temps sur la série que la fin n'est même pas la même. C'est vrai que le film d'animation s'arrête au tome 2. Et c'est une série en 7 tomes. Et le film d'animation, je pense qu'on est quand même sur une histoire assez lumineuse, avec une fin, avec un espoir, alors que la suite deviendra beaucoup plus sombre. Lui-même dit qu'il est peut-être allé un peu trop loin dans ses réflexions et n'est pas forcément content de tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est une œuvre fabuleuse où il va vraiment explorer des idées presque philosophiques sur le principe de cet univers on va dire, post-apocalyptique. Tout à fait. Et avant qu'on en vienne à sa perception en France et comment il a été reçu quand il est sorti en France, au Japon, quand ça sort, du coup, c'est un succès. Il est adapté, il est adapté en version animée. Il y a le tome 1 qui sort. Il y a le tome 1 ou 2, je me trompe, je l'ai noté, je ne sais plus. Il y a un tome qui sort en même temps que la sortie, et puis c'est un succès immédiat, alors que justement, comme vous le disiez, sa parution d'avant a été totalement un échec commercial. À l'époque, donc vous l'aviez dit, il s'est prépublié dans un magazine finalement qui prépublie des mangas, mais qui parle aussi d'animation, qui parle d'autres choses, donc c'est plutôt la norme. Est-ce que ce succès-là, est-ce que ça a entraîné un mouvement particulier au niveau de l'édition de manga, ou finalement c'est un épiphénomène et ça n'a pas forcément changé les modalités de publication ? Non, je ne pense pas que ça ait changé les modalités de publication au Japon, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose d'assez concret qu'on peut remarquer. Alors je pense que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais donc ça, c'est l'édition française, mais qui, si je ne me trompe pas, elle est très fidèle à la version japonaise. C'est la nouvelle édition de 2013, avec une jaquette. Voilà, avec une jaquette, on n'avait pas dans la première édition française. Mais ce format-là, qui, si je ne me trompe pas, est un format B5,
Je n'ai pas d'autres mangas qui sont à ce format-là dans mon catalogue. Eh ben, ça n'est pas étonnant, mais en réalité, il y a d'autres mangas qui sont au même format, et il y en a un qui sort à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire première moitié des années 80, et on en a parlé hier dans un live Twitch, c'est Akira en fait. C'est pas exactement le même format, mais oui, on est proche. Tout à fait, on est sur le même, enfin, à peu près le même format. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il semblerait que donc Otomo Katsuhiro, l'auteur d'Akira, ait fait des pieds et des mains pour pouvoir agrandir les formats classiques de ces tankobons. Il n'était pas satisfait par ce qu'on lui proposait, et donc il a dû négocier avec son éditeur, donc Kodansha, si je ne me trompe pas, pour qu'ils acceptent de publier des tomes reliés qui soient en fait sur le même format, calés sur le même format que le format magazine, que le format de prépublication. Puisque je vous le rappelle, mais vous le savez sans doute, donc les mangas sont prépubliés dans des magazines de format B5 et ensuite ils sont en fait miniaturisés sous un format tankobon équivalent d'un format poche. Et Otomo, qui a une haute estime de son œuvre, et peut-être de lui-même aussi, voulait qu'on garde en fait la même taille, estimant que les détails qu'il proposait dans ses mangas ne pouvaient être retranscrits, nécessitaient un format large. Et on peut faire l'hypothèse que c'est peut-être grâce à Otomo finalement que Miyazaki a pu aussi demander un peu la même chose, exiger en fait le même format, ce qui était à l'époque pas du tout possible en fait. Ça embêtait les éditeurs. J'imagine très bien la scène. Non, c'est pas possible. Les machines sont pas calibrées, ça coûte cher, etc. Ça va pas se vendre. Autre chose, c'est qu'un manga c'est noir et blanc. Nausicaa, on peut l'ouvrir. Je pense que vous le verrez même un peu de loin. Ce n'est pas du noir, c'est marron et blanc. Donc c'était une demande même pour la version française. Nausicaa doit absolument être imprimé avec la couleur Pantone sépia qui a été choisie par Miyazaki, et il faut que ce soit celui-ci. Petite question, est-ce que c'est la même couleur que la couleur de la prépublication dans Image ? Peut-être, tout simplement. Peut-être, je n'ai pas vu. C'est peut-être justement pour essayer de rendre l'original, c'est-à-dire de rendre cette expérience du magazine de prépublication en format relié. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, je ne sais pas. C'est possible. Après, on sait que Nausicaa était un grand amateur d'œuvres de bande dessinée de Moebius et tout ça, et aussi forcément quand on regarde des bandes dessinées de l'époque, ça n'a pas le format d'un manga, c'est comme les bandes dessinées qu'on imagine aujourd'hui, c'est des grands formats. Et puis Moebius était un dessinateur de génie dont il a inspiré énormément, même sur Nausicaa d'ailleurs. Ça peut venir de là aussi, certainement, cette volonté de faire comme ces artistes étrangers qui ont des livres magnifiques. C'est fort probable aussi. Donc Nausicaa, pour parler de la version française cette fois-ci, donc alors c'est pas cette édition-là, ça c'est la dernière édition en date, mais en tout cas il y a eu une première édition du tome 1 qui est sorti le 25 septembre 2000, donc ça nous rajeunit pas. C'est 6 ans avant sa sortie en salle en France. Parce qu'en fait, il y a des dessins animés de Miyazaki qui sont sortis avant en France, et celui-ci est arrivé le 23 août 2006. Déjà, dans quel contexte il a été publié ce premier tome ? Est-ce que vous avez pu avoir des informations ? Parce que du coup, c'était pas vous à l'époque chez Glénat. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été perçu ? Déjà, peut-être comment ça a été acquis ? Quelle information vous avez ? Alors, je n'étais pas encore effectivement dans la vie active à cette époque, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés à l'époque. Donc, je suis allée chercher des informations, et ce que j'ai appris surtout, c'est que des films de Miyazaki, pas Nausicaa, mais d'autres étaient déjà sortis avant, qu'on avait déjà commencé à publier d'autres ouvrages comme les Art-of, qui sont alors cette collection mais sous un autre design, qui sont on va dire les esquisses de travail de Miyazaki avant de faire les films. C'est tout le travail préparatoire pour réaliser les films de Miyazaki. Et avec ça, on avait également un format qui s'appelait l'anime comics. Ce sont tout simplement des captures d'écran des films qui ont été mises en page sous forme de manga, de bande dessinée pour être lus. Et ces ouvrages ayant déjà eu un succès, je pense que c'est ce qui a décidé ensuite l'éditeur à cette époque à aller vers Nausicaa, puisqu'on publiait déjà des mangas, donc c'était tout à fait logique qu'on aille sur l'œuvre principale du maître. Et de ce qu'on m'a rapporté, les libraires ont été tout de suite convaincus, et on a tout de suite eu
un très bel accueil du public français sur les mangas, alors que c'était justement, on s'éloignait un peu des films et qu'on parlait d'une histoire, d'un film qui n'était pas encore sorti en France. Et depuis, a priori, ça reste un long-seller, un titre qui constamment trouve son public. Et à chaque long métrage de Miyazaki, d'autres personnes viennent découvrir ce titre phare. Et j'ai l'impression que c'est devenu un manga de référence. J'ai même beaucoup d'auteurs français. Tout à l'heure, j'étais allée voir l'expo Bergère Guerrière. Et dans les mangas qui ont inspiré les auteurs, il y avait One Piece, mais évidemment un tome de Nausicaa qui était dans la vitrine. Tout à fait. C'est une œuvre oui, qui, dont on le disait tout à l'heure, a été inspirée par certainement en grande partie les bandes dessinées françaises, mais en retour, ça a inspiré de nombreux auteurs de plusieurs générations, je pense, comme ces films. Hein. Je pense qu'on peut être clair. Hein. Pourquoi on considère que c'est l'une de ses œuvres les plus importantes, c'est une œuvre clé, c'est son chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il y a dans cette série qui fait que ça fédère autant de personnes et que c'est assez clair pour tout le monde à la lecture? C'est peut-être son seul manga original. Et effectivement, c'est une œuvre. Il avait beau dire oui, je m'arrêterai, il s'était jamais arrêté. C'est une œuvre à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie, alors qu'habituellement, il se consacre beaucoup de temps à ses œuvres d'animation. Donc, je pense que c'est quand même une œuvre qui tenait à cœur à Miyazaki. Évidemment, comme c'était publié dans un magazine et qu'il fallait le vendre, les éditeurs lui disaient « Oui, tu me feras une image pour la couverture du magazine ». Et a priori, il n'était absolument pas d'accord. Quand on lui demandait des images vendeuses de Nausicaa qui souriait sur une couverture, elle a dit « Nausicaa ne sourirait jamais ». Et on voit les commentaires dans ses recueils d'aquarelles où il dit « Je n'aime pas cette illustration, je l'ai dessinée mais je ne m'en souviens plus ». Et après, évidemment, dans les ouvrages, on retrouve surtout les images qui lui ont plu, qui sont représentatives de Nausicaa. Mais on retrouve déjà, je pense, dans ce manga, les premiers thèmes qui sont chers à Miyazaki et qu'il continue à reprendre dans les films suivants. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure avec le film Le Serpent Blanc. Par exemple, les héroïnes de Miyazaki, à l'époque, c'est particulier parce qu'il fait des femmes fortes. On lit rarement ça et on voit rarement ça au cinéma à l'époque. Pourquoi il a cette volonté? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette volonté? Tout simplement qu'il n'aime pas les stéréotypes. Il a toujours été comme ça. Et justement, quand il disait qu'il n'aimait pas qu'on lui demande une Nausicaa qui devait être souriante, c'est ça, c'est qu'on lui demandait de dessiner un personnage féminin qui plairait au lectorat, faire du fanservice. Et c'est quelqu'un qui ne fait jamais de fanservice. Ouais. Pour lui, le personnage est le personnage et il veut les représenter telles qu'elles sont, tels qu'ils sont. Vous savez qu'il y a des discussions très animées à propos de la perception des femmes par Miyazaki, puisque d'un côté, il y a ces femmes fortes qu'il dessine et qu'il représente dans ses films. Hein. Donc, on pense bien sûr à Nausicaa, on pense au film Mononoke Hime, Chihiro, bref, d'abord Kiki, c'est la plupart du temps des héroïnes et non des héros. Et d'un autre côté, du côté des historiens de la culture otaku, certains estiment que son personnage de Clarisse dans le château de Cagliostro et la manière qu'il a de l'animer relève totalement de ce qu'on appelle le lolicon, hein, c'est-à-dire l'attirance des otaku pour des personnages féminins juvéniles. Donc Miyazaki est au courant de cela, il le réfute totalement puisqu'il déteste en fait la culture otaku, il déteste la culture commerciale, il déteste le fanservice, mais pourtant le paradoxe c'est que beaucoup d'historiens disent mais non mais en fait Miyazaki, vous aussi vous êtes à l'intérieur de ce mouvement-là, vous ne pouvez pas donc vous en départir, vous ne pouvez pas le nier. Voilà. Donc il y a ce débat-là qui existe au Japon. Très bien. Donc, en parallèle de la prépublication de Nausicaa, Hayao Miyazaki travaille sur sa deuxième plus grande série papier dessinée, qui est donc Le Voyage de Shuna, qui va nous intéresser maintenant, et qui paraît aux éditions Tokuma. C'est encore une fois pas vraiment un hasard, hein, parce que M. Tokuma était l'un des fondateurs du studio Ghibli, hein, en réalité, donc ces personnes-là travaillaient déjà ensemble avant de créer le studio Ghibli. Ce récit est tout en couleur, totalement en couleur, et il est publié en petit format au Japon, mais vraiment en petit format, hein, c'est-à-dire que c'est plus petit qu'un shonen ou shoujo que vous avez l'habitude de voir en magasin. On est vraiment sur un format tankobon, ça s'appelle, c'est vraiment le format poche japonais. C'est Bunko. Bunko, pardon.
Et Bunko. très peu de mangas, mais en fait, c'est le livre de poche au Japon. Tous les livres de poche, les romans sont... Les romans, voilà. La littérature poche au Japon, c'est ce format bunko, qui est un format un petit peu plus petit que les tankobon de manga. Bon, là, on rentre vraiment dans les détails. Il y a des bunko de manga aussi. Mais il y a également des bunko de manga qui apparaissent surtout dans les années 80-90, mais surtout pour les classiques Pour du des manga. rééditions. Pour des de rééditions, titres, tout à fait. C'est ça. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de format, grand format exceptionnel. On a quand même un petit format exceptionnel pour un manga, même si on va voir plus précisément si on peut considérer que c'est un manga ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que c'est important? Est-ce que ça reste quand même pas de la bande dessinée, tout simplement? Donc c'est un récit tout en couleur. Et en réalité, c'est sa toute première BD. Parce que c'est publié le 15 juin 1983 au Japon, alors que le premier tome de Nausicaa, c'est le 20 juillet 1983. Donc c'est sa toute première publication en BD, bande dessinée, oui. Donc on a parlé du petit format, donc on a encore cette question du format en particulier. Je vais revenir sur le format du coup. Ils sont à côté là, l'un de l'autre, vous les voyez sur la table. Vous, c'était évident qu'il fallait un grand format pour le sortir? D'abord, avant d'être sur le format, qui est un sujet, il y a la façon dont le livre sort en fait. Ce livre-là, il a été fait en 83 et Nausicaa a été sorti, mais celui-là n'était jamais sorti du Japon, à part dans ce format pour un Européen assez dégradé d'une certaine manière. Et depuis évidemment 40 ans, tous les éditeurs faisaient le siège de Ghibli pour avoir ce livre. Et Miyazaki avait toujours refusé, Studio Ghibli avait toujours refusé, ne donnait pas suite. Et ça c'est très étonnant parce qu'en fait on ne sait pas en fait pourquoi, et on ne sait pas pourquoi il a dit oui non plus. Et ça c'est assez amusant chez Miyazaki, quoi. C'est-à-dire que ça peut être non pendant des années, puis d'un seul coup c'est oui. Et en l'occurrence c'est un jeune réalisateur qui s'appelle Alex Ducoq de Witt, qui avait travaillé avec le Studio Ghibli pour un très très bel ouvrage en Angleterre, il est franco-anglais. Et qui, suite à ce travail qu'il a fait sur Miyazaki, évidemment, connaissait évidemment cette œuvre-là, comme beaucoup de gens, et qui un jour leur a dit, mais est-ce que je pourrais pas faire une traduction en anglais? Ils attendaient évidemment à ce que ce soit non, et il ne sait pas pourquoi on lui a dit oui. Et on lui a dit, mais ok, si vous voulez, mais dans ce cas-là, vous en occupez. Donc il a fait la traduction en anglais, Alex Ducoq de Witt. Ensuite, il a essayé de trouver des éditeurs anglo-saxons, il les a contactés. Et les éditeurs anglo-saxons ne lui répondaient pas parce qu'en fait, ils pensaient que c'était juste un traducteur qui avait fait ça, mais qu'évidemment, il n'avait pas les droits. Donc, évidemment, il a pris un agent. Et cet agent-là a trouvé un premier éditeur américain qui s'appelle First Second, qui est un éditeur, c'est une imprint new-yorkaise, c'est-à-dire c'est un éditeur de création dans une grosse structure, mais qui est indépendant. Et cet éditeur-là, donc, a dit oui. Et donc, en fait, Alex a pris un agent. Cet agent a trouvé cet éditeur. Il est sorti dans une version américaine, alors que j'aurais pu la porter, mais bon, j'y ai pas pensé, et qui est légèrement plus petite que celle-ci. Et qui a une jaquette, si je dis pas de bêtises. Et qui a une jaquette. Ça, c'est la jaquette. Là, pour le coup, c'est chaque pays a assez tendance. C'est vrai qu'aux États-Unis ou en Allemagne, on est beaucoup sur des jaquettes, des surjaquettes, etc. Nous, en France, les libraires n'aiment pas ça, et le public non plus d'ailleurs, parce que ça abîme assez vite. Et quand vous exposez des livres en librairie, il suffit que la jaquette soit un tout petit peu abîmée pour que le livre ne soit plus commercialisable, ou alors le mettre sous blister, ce que les Français n'aiment pas. Toujours est-il qu'ils sont partis sur un format un peu plus grand, avec une couverture qui était différente de celle-ci. C'est une couverture jaune avec le personnage de face, beaucoup plus statique. Et Miyazaki, visiblement, était très content de cette version-là. Et à partir de là, évidemment, l'agent et Alex Ducoq de Witt lui ont dit quand même, maître, il y a un endroit dans le monde où vous êtes évidemment plus que bienvenu, c'est la France. Et donc, content de l'édition américaine, il a accepté que ça soit ouvert sur le marché français. Et c'est là en fait où nous on est intervenus comme d'autres éditeurs. Moi j'étais à Francfort donc c'était en novembre il y a 1 an et demi. Et je ne suis pas du tout spécialiste de Miyazaki, mais je suis quand même l'actualité, des traductions, etc. Et j'ai su que possiblement il y avait ce livre-là qui serait mis sur le marché auprès des éditeurs avec un appel d'offres. Et donc j'ai dit est-ce que je peux, voilà, j'ai aucune légitimité, mais ça m'intéresse puisque j'avais eu accès à l'édition américaine et j'avais trouvé d'abord avant toute chose que c'était un bon livre. Parce qu'évidemment, en dehors du fait qu'évidemment c'est un Miyazaki extraordinaire, le premier en effet, la première bande dessinée qu'il ait créée en couleur à l'aquarelle, mais en plus c'était pas juste une trouvaille ou quelque chose ça aurait suffi même que ce soit intéressant, mais en plus c'était avant toute chose, et c'est ça qui est intéressant, c'est avant toute chose un très beau récit. On trouve d'ailleurs à l'intérieur de ce récit-là tous les grands thèmes de Miyazaki. On pourra en
parler après. Et donc on a concouru, et puis finalement, au bout d'une compétition totalement opaque en fait, hein, on avait juste 3 semaines pour répondre, je crois de mémoire, enfin faire un dossier, un PDF à envoyer, donc il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. J'ai assez peu de publications, hein. Moi je fais pas de manga, j'ai publié Les Enfants de la Mer, j'ai vendu quelques ouvrages en jeunesse au Japon, dont un livre qui s'appelle Moi j'attends, qui a été vendu dans le monde entier. Mais enfin, bon, on a mis quelques éléments, on a dit pourquoi on aimait Miyazaki, mais c'était assez ordinaire, puisqu'on aime tous Miyazaki. En quoi il nous semblait que, modestement, ce livre-là pourrait avoir sa vie chez nous. On a fait évidemment une offre financière, tout en sachant très bien que ce ne serait pas notre offre qui serait la plus élevée. Voilà. Et puis finalement, au bout de... Et puis j'ai essayé surtout, en fait, parce que je trouve ça amusant d'en parler, j'ai essayé de me dire, puisque je concourais, je me suis dit, bon, après tout, si on concourt, c'est qu'on y croit aussi. Bien sûr. Alors, mais si on a peu de chance, hein, qu'est-ce qui va faire que Miyazaki, qui ne nous connaît pas du tout Sarbacane, c'est sûr, assez peu les éditeurs, je crois en général, hein, Ghibli et lui m'ont décidé que ce soit chez tel ou tel éditeur. Et donc j'ai essayé de me mettre dans la tête d'un monsieur japonais très créatif de 80 ans, ce qui n'est pas facile pour moi. Hein. Je suis ni japonais, j'ai pas 80 ans, et je suis plutôt du sud-ouest, donc c'est pas évident de faire le lien entre ma culture et la sienne. Mais j'ai essayé de me dire qu'il fallait probablement, dans la proposition qu'on faisait, c'est être au juste milieu entre faire envie sans obscénité et de prouver à travers de lui montrer à la fois notre intérêt, mais aussi la possibilité qu'on avait de bien le servir. Mais c'est vrai que je crois que le fait qu'on était un éditeur jeunesse, par ailleurs, j'ai envoyé des livres là-bas, des productions qu'on avait faites, je crois, il s'est vraiment attaché à la création, quoi. Et il y avait quand même pour moi un message un signe qui était le fait qu'il avait choisi First Second, qui n'est pas le plus gros éditeur américain. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé sur le plus gros éditeur de comics, hein. Donc je me suis dit, après tout, il va probablement pas aller non plus sur le plus gros éditeur de manga ou de BD en France. Donc après tout, pourquoi pas. Et donc à la fin, on était 3 éditeurs. Une espèce de finale, hein. Donc on était déjà content d'être sélectionnés. Et puis nous, dans 23, Sarbacane, on fêtait nos 20 ans. On était 23, 2003, 83. Je me dis, tiens, il y a peut-être un signe. Je voyais un espèce de truc comme ça. Et puis, mais on a dit, ils hésitent en fait. Ils savent pas. Vous avez en gros 3 jours pour revoir votre proposition, votre offre. Et là, c'est pareil. Je pensais pas que c'était sur le financier que ça jouerait. Parce que sinon, ça fait des belles lurettes qu'il aurait. Puis on connaît quand même Miyazaki. On voit bien, vous avez dit que son sujet il est ailleurs. On a revu un peu notre copie. Et puis finalement, on a eu le plaisir, c'était il y a 1 an exactement, c'était ici, de savoir qu'on était choisi. J'étais hyper étonné. Je ne me rendais pas du tout compte à l'époque, parce que justement, j'ai pas votre profondeur de culture sur le Japon, sur le manga, etc. Et donc, j'étais juste très très fier pour la maison, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est une forme de... Je voyais un clin d'œil et j'étais content, mais je ne me rendais pas du tout compte du succès que ça allait non plus. Et puis, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai vu que les libraires, la presse, c'est lui un livre français, etc. Il y avait une espèce de truc qui montait comme ça. Et là, j'étais pris un peu de vertige quand même. Je me suis dit, c'est une vraie responsabilité. C'est pas le tout de l'avoir dit à Miyazaki qu'on allait faire un truc super. il fallait assurer. Et surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point, quand vous parlez de Miyazaki, et ça m'a vraiment, vraiment frappé. C'est le truc, je crois, qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y a personne qui m'a dit j'aime pas. Même au début, il y a des gens qui disent je suis pas trop, ou gire, ou voilà. Même Hergé de cette manière. Et Miyazaki, il n'y a personne, que ce soit quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui aime le manga, quelqu'un qui n'aime pas le manga, ma mère qui a 90 ans, même qui a vu certains Miyazaki, tout le monde aime Miyazaki, des enfants de Biton, etc. Il n'y a personne qui m'a dit voilà. Et moi, je fais aussi pas mal d'interventions dans les écoles d'art, de design, en BD, etc., en Belgique, à la Camp ou autre. Et à la fin, quand je vois un étudiant, je leur demande toujours qui tu aimes, t'es allé ton top 3, ton top 5. Alors des fois c'est Daniel Clove, il y a toujours quelques grands auteurs américains, français, etc. Mais celui qui revient systématiquement, mais toujours, c'est-à-dire il n'est pas jamais cité, quoi. C'est Miyazaki. Et ça, c'est quand même étonnant. Donc, ce sont des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Et ça m'a vraiment frappé. Et du coup, j'ai réfléchi. En fait, je me suis dit, tiens, quel auteur français ou quel artiste même de bande dessinée mondiale ou de dessinateur fait était aussi connu et embrasse autant de monde. J'ai pas vraiment trouvé. Je me suis peut-être Sampé en France, qui a pas sur le sujet, hein, mais sur la dimension où tout le monde finalement reconnaissance, unanimité. Et je suis même pas sûr. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Donc du coup, il y a eu une espèce de pression qui est montée comme ça. On voulait pas se louper. Et puis il y avait un truc assez étrange à ce moment-là,
C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai décidé que je le publierais début novembre, 1er novembre, parce que j'ai quand même d'autres livres, évidemment, que je publie en bande dessinée, en roman graphique. Oui, puis il y a eu un peu un alignement de planètes, quoi, parce que voilà, début novembre... et j'y arrive, et en fait, je me doutais quand même que si je le sortais trop tôt dans la saison, ça allait écraser toute ma production de l'automne. Donc j'ai choisi de le sortir assez tard, en BD, novembre c'est assez tard, si ce n'est pour les gros blockbusters, les grandes séries comme Black Sad, etc. Et parce que je voulais pas écraser ma production de jeunes créateurs, etc. Et dans le même temps, donc, il y avait le fameux film de Miyazaki que tout le monde attendait, qui était un peu comme l'Arlésienne, on ne savait pas trop, ça devait être en début d'année, puis il devait être proposé au moment du Festival de Cannes, puis on a parlé de septembre, et puis le 15 octobre, on apprend par le producteur que ça va être le 1er novembre. C'est-à-dire que même vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que tout le monde a cru qu'on s'était mis dans les... Mais pas du tout. Moi, en décembre, en janvier de l'année dernière, j'avais décidé que ce serait en novembre, quoi. Dès le début. Après, le tirage a évolué au fur et à mesure. Mais en tout cas, cette décision de publication, elle a été nous datée à ce moment-là, ce qui a fait que finalement, quand le film, très vite, du coup, ça s'est emballé au niveau des médias notamment, et évidemment, ce qui s'est passé, Télérama, France Inter, tout le monde a fait une espèce d'instant Miyazaki, d'arrêt-image Miyazaki, et à la fois, on a bénéficié nous aussi de ce moment. Alors le petit truc qui était un tout petit peu embêtant et qui me faisait un peu peur, c'était le fait que les gens puissent penser que c'était le livre du film, et en fait, alors que pas du tout. Donc il y a eu une confusion, mais assez courte finalement, parce que les univers sont quand même très très différents. Oui. Mais bon voilà, mais ça a un tout petit peu frémi, puis finalement évidemment alors le film a vraiment, je crois qu'il a fait 1,4 million, ce qui est énorme. Je crois que c'était plus qu'au Japon, il me semble même, si je dis pas de bêtises. Non, je pense pas. Mais plus que le précédent, non. Même plus que Chihiro, plus que les chiffres de Chihiro en France. Donc, je crois que c'est le Miyazaki le plus vu en salle en France. Donc ça veut dire quand même l'attente qu'il y avait évidemment autour de Miyazaki, quoi, qui est colossale. Et c'est vrai que quand le livre est sorti, j'avais fait un tirage de 75 000 exemplaires, ce qui est déjà un gros tirage. Ce qui pour moi était en fait le plus gros tirage que j'ai jamais fait, puisqu'au départ on était parti avec ma diffusion sur 30-40 000. Je me suis dit bon, ça sera bien quand même, puis 50 000, et puis moi je me suis dit non, quand même, j'ai pas suivi le conseil de ma diffusion, j'ai fait 25 000 de plus, et en fait, le jour de la publication, en fait, il y a 75 000 qui sont sortis. Donc j'étais à zéro tout de suite. Donc c'était incroyable. Qui étaient en librairie en fait. Quoi. Qui sont partis, il n'y avait plus de stock. Il n'y avait plus de stock. Donc on a réimprimé très vite, et chaque fois qu'on a imprimé, on un best-seller, c'est ça, quoi. C'est un truc qui d'un seul coup s'enflamme, et c'est assez étonnant. Et du coup, évidemment, ça sera un livre de fond. Et c'est ça va être un long-seller, c'est-à-dire que là, vous avez les chiffres de janvier, ça continue. C'est pas juste les cadeaux de Noël. Non, ça continue. Et juste ce que je voulais dire par rapport à Miyazaki et la dimension assez étrange, c'est que on a quand même reçu, j'ai quand même demandé pourquoi nous, quand même, Sarbacane. On a quand même une réponse très sympa, très courte, mais je pense pour des Japonais et pour le studio Ghibli déjà très très engageante, en disant qu'ils avaient trouvé que notre travail d'éditeur était un beau travail d'éditeur. Voilà. Donc on a pris le compliment. Et ce qui est assez rigolo, c'est que mes jeunes auteurs, je leur ai dit, ben voilà, maintenant votre collègue de bureau, c'est Miyazaki. Et c'est vrai qu'il y avait une dimension un peu comme ça, quand même, mine de rien, parce que évidemment, quand on présentait notre maison au studio Ghibli pour qu'ils puissent savoir qui on était, on a mis en avant quelques ouvrages. Et c'est aussi grâce à nos auteurs, évidemment, qu'on a été choisis. Et donc c'est vrai que c'était aussi malgré tout. Et au début, d'ailleurs, j'ai même pas pesé la dimension économique, en fait, en réalité. J'ai pesé beaucoup plus la dimension symbolique, pour nos 20 ans, que le studio Ghibli nous ait choisi, nous. Pas du tout spécialiste du manga, pas du tout spécialiste même de publication de livres asiatiques. On a fait assez peu, toujours un peu par hasard. Le hasard continue. Et c'est vrai que, du coup, j'ai objectivement pris comme un beau message, en tout cas, envoyé à la maison et à nos auteurs, quoi. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. On revient un petit peu à la sortie japonaise. C'est un ouvrage rare, pas parce que juste c'est le premier de Miyazaki, c'est parce que ce format-là, tout en couleur, cette pagination qui n'a pas été prépubliée, c'est quand même assez rare.
même si avant évidemment il y avait des librairies de prêt où ça sortait aussi évidemment comme ça, mais bon, c'était pas le même format, les mêmes choses non plus. Donc à qui ça s'adressait au Japon quand c'est sorti comme ça? Bon, c'est une bonne question. Donc ça sort, c'est édité en fait au Japon par Tokuma Shoten, qui est l'éditeur de la revue Animage, qui est un éditeur relativement confidentiel en ce qui concerne le manga en fait. C'est pas du tout leur cœur de métier. Et dans une collection, donc Tokuma Shoten Bijoaru, dont le but était justement, comme je vous le disais, de faire le lien entre la presse et l'animation, le dessin animé et toute cette culture visuelle au sens large. Donc parmi les ouvrages qu'ils vont éditer en dehors de la revue, il y aura par exemple, je crois, les Ekonte, on dit les storyboards de Naoshika, et quelques autres volumes liés encore une fois aux travaux de Miyazaki. À qui ça s'adresse? On pourrait se dire que ça s'adresse à des enfants en fait. Mais d'un autre côté, ce format-là, qui est un équivalent donc de format de roman de poche, ne correspond pas aux livres d'illustration pour enfants, les fameux ehon, qui sont en général beaucoup plus larges, avec des couvertures cartonnées, plus faciles à manier et destinés aux enfants. Ça, c'est pas trop un ouvrage pour enfants, en fait. Le récit est quand même sombre. Et le récit, en plus, relativement sombre. Donc, à qui ça s'adresse? Je pense en fait aux lecteurs de la revue Animage, qui connaissent le nom Miyazaki Hayao, qui savent qu'il a été réalisateurs de Cagliostro, qui sont allés le voir eux dans les salles pour apprécier le travail du maître, qui sont conscients que c'est aussi le réalisateur de Conan, le fils du futur, qui vient de la Toei, etc. Enfin bref, tous ces gens un petit peu pointus dans le domaine de l'animation japonaise qui achètent des produits pour des noms de réalisateurs, pour des noms de mangaka, etc. Et qui essaient de retrouver le souffle épique qu'ils ont peut-être connu en regardant Conan, le fils du futur, le château de Cagliostro, et qui ont envie de découvrir une autre face de Miyazaki, celle du Miyazaki mangaka en fait. Mais c'est vrai qu'au départ, on peut se demander un peu est-ce que ça a trouvé son public. Alors la réponse est que oui. Et j'ai pas les chiffres de vente, à vrai dire, je sais même pas si Tokuma Shoten accepterait de les donner, mais il y a un indice qui nous fait comprendre que ça a été un succès incroyable, c'est qu'il y a eu depuis 1983, donc oui, c'est ça, plus de 100 réimpressions du livre. Voilà, la mienne, là, je crois que j'en étais à 80 il y a une quinzaine d'années. Sur les tirages, il y a un truc intéressant d'ailleurs, parce que nous, on a fait 150 000 en moins de 2 mois. Pour vous donner quand même un exemple, les Américains, alors nous on avait quand même qu'on a décidé d'imprimer, on avait quand même l'historique américain. Les Américains étaient à peu près à 110 000. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait 75 000 en me disant les Américains c'est quand même un grand pays, même si on est quand même un grand pays amoureux de Miyazaki, il me semblait que 75 000 était quand même un tirage. Bon. Donc on est très très largement devant en très peu de temps. Mais pour vous donner un exemple, le livre est sorti au même moment en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et les chiffres de vente, c'est 8 000, 5 000, 12 000. Ah ouais. D'accord. Ouais, donc c'est quand même étonnant, alors qu'il est quand même très connu. En Italie, par exemple, il est très connu. Alors peut-être qu'il n'est pas aussi admiré qu'en France, mais on est quand même sur du x10, x12, x15, quoi. Oui, donc c'est quand même, ça montre quand même à quel point en France il y a un engouement pour la création de Miyazaki et l'accueil d'ailleurs des livres en général de création. C'est quand même étonnant, quoi. Il y a une bascule énorme, quoi. Tout à fait. Et pour revenir sur l'idée du format, les Américains avaient un format un peu plus. Et moi, quand j'ai reçu la version japonaise, en fait, comme je ne suis pas au courant du tout de tout ça, je pensais vraiment que c'était une version dégradée, qui au bout de 40 ans était une version vraiment cheap. Jamais j'ai pensé que c'était la version originale, en fait. Et je comprenais pas. Il y a eu un débat avec Ghibli qui était assez compliqué parce qu'en fait, la version japonaise est sur un papier verni. Enfin, très glacé, très brillant, très glacé, et la version américaine était sur un papier très mat. Mais vraiment mat. En plus, on imprime nous en Europe. Moi, j'imprime en France. Les Américains ont imprimé en Asie et ils impriment avec des courbes en plus qui sont pas les mêmes qu'en France, des courbes de quadrilles. Ils ont pris et c'est pas les mêmes papiers non plus. Et donc, la version américaine était beaucoup plus terreuse que la nôtre. Et moi, je la trouvais pas hyper réussie. Et surtout, je comprenais pas l'écart entre, parce que évidemment, quand on imprime, quand on a des dessins qu'on nous livre, des aquarelles en l'occurrence ou des gouaches, peu importe lesquelles, on essaye de se rapprocher le plus proche évidemment de l'œuvre de l'auteur, la planche originale, et voilà, pour rendre hommage à l'auteur. Et donc il y avait un tel décalage et Miyazaki et Isao Gilby étaient très contents de la version américaine. Et donc je ne comprenais pas parce que moi évidemment entre ce que j'avais là et la version américaine était une espèce d'aquarelle extrêmement éteinte, très très grise. Les bleus, là il y a des bleus magnifiques et c'était des bleus qui viraient au gris, les mauves, enfin c'était
alors c'était un genre, on va dire, mais et puis j'avais pas évidemment l'original pour comparer. Donc là, on avait des fichiers en fait, qui étaient des fichiers qui avaient été envoyés par Ghibli, et donc j'ai fait un premier jeu d'épreuves, et les premiers jeux d'épreuves, c'était ni ça, ni la version américaine. D'accord. Et le problème, c'était que Ghibli a été tombé amoureux de la version américaine et voulait mordicus le même truc. Donc nous, on a fait plusieurs essais, on a envoyé au studio Ghibli. Puis moi, j'étais pas très content en fait de ce que j'envoyais parce que je trouvais que c'était moins bien en fait que ce qu'on avait. Et puis les Américains avaient dit aussi au Ghibli qu'ils avaient fait un énorme travail de photogravure, etc. Ils avaient un peu survendu leur truc. J'ai dit, écoutez, je veux bien acheter du coup les fichiers américains. Et je reçois les fichiers américains, c'est exactement les mêmes que les fichiers de Ghibli. Donc là, je comprends plus. Et finalement, Ghibli lui dit, bon, vous allez faire quelque chose, vous allez imprimer le livre, et puis une fois qu'il sera imprimé, on vous dira si ça nous plaît. Alors là, j'ai dit, tout Ghibli qui sont et tout Miyazaki qu'il est, ça va pas être possible. Donc faites-nous confiance. Et moi, je suis parti quand même sur une version plus proche, me semble-t-il, d'un travail à l'aquarelle. C'est-à-dire que j'ai retranscrit mentalement ce que pouvait être un travail à l'aquarelle, qui est évidemment pas ça, parce que l'aquarelle, c'est pas brillant, mais qui était selon moi non plus pas la version américaine que je trouvais extrêmement grise, terne, et c'est une version qui est bien, mais qui voilà. Et quand on a fait publier la note, puisque c'est ça la seconde à être arrivée avant les versions italiennes, espagnoles, etc. Oui. Ils ont finalement dit que c'était un note qui était évidemment la plus, c'est qui leur satisfaisait le plus. Et du coup, elle est devenue la version référence pour Ghibli jusqu'à la prochaine. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est amusant parce qu'en fait, on était vraiment en aveugle. Et en même temps, c'était étonnant parce qu'à un moment, on a l'impression qu'avec, et c'est souvent quand même avec les Japonais, moi j'ai fait quand même quelques publications japonaises, il y a à la fois, c'est très compliqué d'avoir de l'information, c'est très compliqué de récupérer les fichiers, tout ça, les typos, les trucs sont là. Donc on a l'impression qu'il y a une surexigence, ce qui est réel, et en même temps, il y a un truc un peu bizarre parce c'est une boîte noire et on sait pas trop comment travailler. Mais avec Ghibli, ça s'est quand même bien passé. On nous demandait pas mal de choses, il répondait assez vite, c'est tout le temps non. Mais on avait un nom poli tout le temps. Non, parce que par exemple, pour l'anecdote, en fait, avec Fausto, la personne qui s'occupe ici de tout le manga, directeur artistique du festival, tout de suite, évidemment, c'était la publication de ce livre-là était l'occasion de faire une magnifique exposition autour du travail de Miyazaki. Ça a été non. La sortie du film, c'était non. Enfin, il n'y a pas eu d'affiche. Moi, j'avais droit. Alors, j'ai quand même pu faire ma couverture originale à moi. Donc, on a fait plusieurs essais de typo, etc. À un moment, on manquait un tout petit peu de jambes ici, donc on a rajouté 2 mm, ils l'ont vu, ils nous ont dit non. J'ai eu droit à une affiche et c'est tout. J'avais droit pour la presse d'avoir que 3 doubles pages. D'accord. Donc c'était extrêmement difficile de faire de la promotion. C'est beaucoup d'avoir 3 pages, parce que nous, on les a pas. 3 doubles. Donc c'était assez difficile, et puis assez vite, et ça c'est assez amusant, je me suis dit... en fait, j'ai bien aimé le truc parce que c'est vrai que du coup, on avait très peu de moyens, si ce n'est de dire qu'on avait de promotion, si ce n'est de dire, bon, on fait un bouquin de Miyazaki, quoi, et puis voilà. Et ce que j'ai trouvé assez admirable, dans le fond, je me suis dit, en fait, bon, évidemment, il n'a pas besoin de ça, mais au-delà de ça, finalement, c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont tellement. Cette dimension mystérieuse, finalement, où il donne, je crois que pour la sortie du film, a donné une seule interview à son producteur, je crois, et c'est tout. Hein, je crois qu'au Japon, il y a juste une affiche. Oui, tout à fait. Donc, moi, je l'ai vu en salle le jour de sa sortie, et avant donc de le voir, on avait une affiche, le titre. Donc, et c'est tout. Et donc il y avait absolument au Japon rien le d'autre. Titre qui ne voulait rien dire. Enfin, Alors, qui ne le donnait... titre est tiré en fait d'un roman. Voilà, qui a quand même un rapport avec le film, mais très lointain, effectivement, et qui ne dit absolument rien sur le contenu. Et donc, quand j'ai fait partie des premières séances mercredi matin en salle. Là, on se regardait tous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Et c'était vraiment une surprise du début à la fin. Et c'est d'ailleurs assez agréable. Hein. Je crois qu'on a eu droit à un trailer en France. En France, oui. Mais au Japon, ils n'ont même pas eu droit à un trailer. Il n'y a eu aucun trailer. Donc, on avait juste une image. Et d'ailleurs, on se demandait ce que c'était. Une image à l'aquarelle. C'était même pas une affiche comme on pense, affiche de cinéma. C'était vraiment une image à l'aquarelle d'un personnage. On ne savait pas vraiment. On n'arrivait pas à savoir vraiment ce que c'était. Alors, quand on voit le film, évidemment, on comprend immédiatement. Mais c'était très énigmatique. Et sur Shona, par exemple, c'est dont France Inter a choisi d'en faire un livre France Inter. Ils choisissent 1 ou 2 livres par an en BD. Et donc, les gens de France Inter étaient super excités. Et là, Salamé était d'accord pour partir au Japon pour l'interviewer, quoi. Et ils ont dit non. Merci, mais non. Chaque fois, c'était merci, mais non, très gentiment. Ils répondaient très vite, en revanche, parce que c'est pas toujours le cas, je crois. Et là, c'était très clair. Et c'était vraiment étonnant, quoi. Donc, à un moment, je m'amusais même à faire des fausses demandes, quasiment, pour juste avoir un nom poli, quoi. Non, mais il y avait, voilà. Mais au début, c'est un peu embêtant, parce qu'il y a quand même des gros enjeux, c'est quand même des grosses sommes, hein.
on se dit quand même c'est pas sympa, c'est pas cool, même si on sait que c'est pas facile. Et à un moment, je me suis dit, il a raison, parce que dans ce monde où tout le monde se surexpose, finalement, lui, il choisit le mystère, et finalement, c'est bon. Ouais, il a choisi de ne plus répondre aux journalistes, en fait. C'est terminé, donc il n'accordera plus jamais Mais même d'interview. En termes de promo, on est complètement à l'inverse de toutes les productions industrielles et des schémas de promotion énormes qu'on peut faire autour des mangas. C'est qu'on est vraiment sur un studio qui reste à petite échelle, qui privilégie l'originalité, la créativité des personnes qui sont dedans. Et c'est pour ça, je pense qu'au niveau des couleurs, on a exactement les mêmes retours avec là, le vert, il est très bien, mais par contre, au niveau de cet arbre, il faudrait juste éclaircir cette clairière. Ok, on va le faire. Et moi, la question que je me suis posée quand même, c'était pourquoi, j'ai posé la question à Alex du Coq de Vite, puisque c'est le plus proche, évidemment, et pourquoi d'un seul coup, au bout de 40 ans, il a accepté, quoi, en dehors du fait que c'est peut-être voilà, parce qu'il est âgé, etc. Et finalement, mais j'en sais rien du tout, mais j'ai vu qu'il y a quelques temps que le studio Ghibli avait été vendu, et je me suis posé la question en me disant que peut-être, il s'est dit que peut-être qu'il aurait peut-être moins les mains libres, je ne sais pas, et que, puisque c'est après parution, donc c'était, ils ont vendu à quoi, il y a quelques mois à peine, c'est ça, le studio Ghibli, et nous on l'avait déjà signé, donc c'était déjà dans les tuyaux. C'était en négociation, oui, forcément. Voilà, nous c'était forcément en négociation, et je me suis dit que peut-être il a voulu que voilà ce livre-là. Mais c'est vraiment, mais j'en sais rien. Mais sans doute, en fait, je pense que le studio Ghibli est en train d'assurer son avenir en ce moment, et Miyazaki aussi de penser à l'après, puisqu'il a 84 ans. Il paraît que voilà, il va pas aussi bien qu'il y a quelques années, semble-t-il, physiquement, en tout cas. Et donc, je pense qu'il a envie de régler ce genre d'affaires, de droits d'auteur qui le concernent personnellement, pour s'en débarrasser, pour qu'il soit parce que je pense que par exemple là, sur un livre comme ça, peut-être qu'en effet les nouveaux actionnaires l'auraient vendu au plus offrant, et peut-être, j'en sais rien, et peut-être qu'il n'aurait pas été super content peut-être de l'endroit où ça tombait, quoi. J'en sais rien. Je continue à échanger sur les nouveaux projets actuellement. Je n'ai pas l'impression que les actionnaires aient droit de regard sur ce genre de choses. C'est vraiment une pure hypothèse. Je pense que Ghibli veut garder, Ghibli ne sera plus Ghibli s'il ne garde pas son identité. Et le fait de protéger. En tout cas, tant que Miyazaki vivant, quoi. Oui, même en tant qu'entreprise, c'est une entreprise qui, pour une entreprise japonaise, protège énormément ses employés qui ont été les premiers, par exemple, lors du Covid, à protéger tous ses employés, à leur offrir de quoi continuer à vivre, même s'ils ne pouvaient plus venir travailler. Je pense que ça reste quelque chose à taille humaine qui respecte les volontés de Miyazaki et de toute son équipe, son entourage, sur le fait de réaliser des œuvres dans un bon contexte et de protéger les artistes. Tout à fait. J'ai juste une dernière petite question, il nous reste 2 minutes. Donc il y a eu un engouement énorme autour du voyage de Shuna et qui continue encore. Tu me le disais tout à l'heure, on est quand même à 200 000 exemplaires vendus depuis le 1er novembre, ce qui est colossal, clairement. Est-ce que ça a influencé les ventes de Nausicaa ou pas du tout? Est-ce que tu as senti, toi, il a fallu réimprimer des volumes, il a fallu faire quelque chose? On en réimprime toujours. Après, à chaque sortie de long métrage, effectivement, on a une poussée des ventes aussi. Donc, est-ce que c'était différent de la dernière fois? Est-ce que c'est le long métrage ou est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est Shuna ou est-ce que c'est le ça, c'est bien le métier d'éditeur. C'est en effet quand un artiste sort une nouveauté, et évidemment, quand c'est quelqu'un comme Miyazaki, ça permet, au titre du fond, de ressortir, et c'est super, parce que du coup, ça permet en effet que l'œuvre continue à se développer auprès de nouveaux lecteurs et lectrices. Donc c'est un très bon schéma vertueux, c'est que des personnes qui découvrent Shuna découvrent Nausicaa, des personnes qui découvrent Nausicaa peuvent découvrir Shuna. Tout à fait. Et on va conclure là-dessus. Et je peux même vous annoncer qu'en fait, le succès de ce titre-là a fait que certains éditeurs se sont penchés sur la question. Il y a 2 essais de Miyazaki qui vont sortir dans pas très longtemps, normalement, chez un éditeur dont je ne peux pas dire le nom. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, parce qu'il y a des œuvres inédites peut-être qui pourront venir sur le marché. Équivalente, je crois pas, je ne suis pas spécialiste, je crois pas qu'il y ait d'œuvres aussi amples. Il a un recueil d'histoires courtes, ça existe. Oui. Non mais d'œuvres, là c'est quand même un roman graphique de 500 pages. En one shot comme ça, non, on l'aura pas de cette Je voudrais juste rajouter un petit truc par rapport sur le fond, c'est que la spécificité quand même de ce livre-là, c'est que le héros au départ est un homme et pas une femme.
femme, puisqu'on a parlé de ça. Oui. Après, il va libérer une princesse et c'est elle qui va prendre la main dans la deuxième partie de l'histoire. Mais il n'empêche que, contrairement à Nausicaa, le héros au départ est un jeune prince qui part sur les routes pour essayer d'aller chercher une. Et ce que je voulais juste dire, parce qu'on n'a quand même pas parlé du tout du contenu de ce livre-là, Oui. mais Oui, en une minute, c'est ce qui est quand même étonnant enfin moi, ce qui m'a vraiment blousé quand je dis que c'était un bon livre, c'est que c'est un livre qui a quand même 40 ans. On parle de 1983, c'est quand même un autre monde, quoi. Et ce livre-là, en fait, Miyazaki aurait pu le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont abordés, notamment sur l'écologie, le rapport de domination aux femmes, etc., tout est là. Et c'est à 40 ans. Donc ça veut quand même dire, enfin moi ce que je me suis dit aussi, mais vraiment comme lecteur lambda, hein, comme juste fan lecteur de Miyazaki, c'est de me dire quand même les grands auteurs, quels qu'ils soient, c'est pareil quand j'ai fait Orwell et que je travaillais sur 84, ils sont quand même éternels, quoi. Je veux dire, les grands auteurs sont des visionnaires, et ce qui porte dans ce récit, la vision qu'il a du monde, qu'il propose, c'est dur, hein, c'est aride, c'est violent, et en même temps il y a quand même une forme d'espoir qui passe notamment par la faim et par l'écologie, etc., par son rapport aux arbres, enfin tout vous le dites mieux que moi, dont on va beaucoup parler. C'est quand même étonnant à quel point ce récit-là est totalement contemporain. Et ça, c'est quand même, c'est chapeau le maître. Tout à fait, mais Nausicaa aussi, en fait, il y a une réelle cohérence. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails, parce que malheureusement, c'est déjà l'heure. De pollution, d'écologie, de guerre. C'est une cohérence totale avec son œuvre de film, en fait. C'est une œuvre globale qui a une cohérence quand même assez vraiment forte, quoi. Et donc, si vous avez aimé ces films et que vous ne connaissez pas encore ces deux ouvrages, je vous invite vraiment à aller les découvrir en librairie. Vous serez ou sur les stands. On a quelques-uns sur le stand. Sur les stands, évidemment. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé. Merci.